Pour que l'homme soit libre, il faut que son esprit soit en relation vibratoire, unifiée avec l'intelligence universelle. À ce moment-là, l'homme, il est libre. C'est-à-dire qu'il est capable de voir, de concevoir, de créer des pensées nouvelles. Et ceci est très important. L'homme doit créer des pensées nouvelles au lieu de mémoriser des pensées anciennes. C'est ça qui retarde l'évolution de l'homme, c'est que les hommes pensent des pensées qui sont vieilles de 50, 60, 70, 2000 années. L'homme doit créer des pensées nouvelles, mais pour qu'il crée des pensées nouvelles, il faut qu'il ait le support vibratoire de l'intelligence, de l'énergie de l'intelligence, et à ce moment-là, il crée des pensées nouvelles. Et lorsqu'il crée des pensées nouvelles, il apprend des choses nouvelles. Et c'est à partir de ce moment-là que l'homme commence à entrer dans la conception de l'impossible et de vivre mentalement de l'impossible et de réaliser que l'impossible, pour la majorité des hommes, est le réel pour lui. À ce moment-là, il peut commencer à s'attaquer aux problèmes de la survie, aux problèmes de la mort, aux problèmes des extraterrestres, comme vous employez le terme, ainsi de suite, et rentrer petit à petit dans les mystères de l'esprit, dans les mystères de l'intelligence, dans les mystères de l'évolution, et réaliser un jour que des mystères, ça n'existe pas. Que le secret des mystères, il existe dans ce sens qu'il y a un petit nombre de personnes sur la Terre qui sont dans le secret des mystères. Mais les hommes en général, qui sont des êtres ascendants, devraient avoir accès au mystère de la vie. Les êtres qui sont descendants sur l'échelle de l'évolution, eux, ont accès au secret des mystères de la vie, parce que eux font partie des lois de l'évolution. Eux sont responsables sur un plan ou sur un autre de l'exécution de mandats évolutifs qui fait partie de la catégorie d'existence d'où ils viennent dans les mondes très éloignés de la galaxie, après avoir pris conscience dans un corps matériel humain. Ces êtres-là ont un rôle, ils ont un travail à faire sur une planète pour que se continue l'évolution. Alors, ils sont dans le secret des mystères. Mais les hommes doivent connaître au moins les mystères de la vie. Est-ce que Bernard fait partie de ces hommes-là? Je ne vous répondrai jamais à une question comme ça. C'est inutile de me demander une question comme ça, vous savez. Vous me demandez des questions. Je ne peux pas vous répondre à des questions comme ça. D'abord, ce n'est pas de vos affaires, ce n'est pas les affaires de personne. Et si je le dis, ça crée des formes. Les gens font de la personnalité. Ce n'est pas bon. Ce n'est pas intelligent de répondre à une question comme ça. Non. Non. Et de ne pas y répondre, c'est aussi d'y répondre. De ne pas y répondre, au moins, c'est plus intelligent. Alors peut-être que le mois prochain, ça pourrait être le thème de la rencontre, les mystères de la mort. Vous êtes d'accord? Moi, je suis toujours d'accord. Parfait. Alors pour ce soir, c'est la vie sur les planètes. Est-ce que c'est important de s'intéresser à la vie sur d'autres planètes que la planète Terre? C'est sans importance. Alors la soirée est finie. C'est ça. C'est sans importance parce que s'intéresser à la vie sur d'autres planètes crée dans le mental humain de la mémoire. Et si l'homme s'intéresse à la vie sur d'autres planètes, il va créer dans sa tête des formes qui vont créer de la mémoire et automatiquement, il coupe le pont avec l'énergie universelle. Et automatiquement, il va faire en sorte que son esprit va s'ouvrir au monde astral. Et à ce moment-là, il va commencer à être astralisé dans sa pensée. Ce n'est pas bon de parler de choses qui ne font pas partie de notre expérience parce que éventuellement ça devient une perte d'énergie. Parce que ça devient éventuellement une curiosité insatiable. Et éventuellement, ça nous fait perdre conscience que nous vivons sur un plan matériel, que nous devons travailler, que nous devons avoir les deux pieds à terre et petit à petit progresser dans une conscience qui nous amène éventuellement à connaître ces mondes et à entrer en contact avec ces mondes. Ceci, à ce moment-là, ça fait partie de notre expérience, ainsi de suite. Et plus le temps va, plus il y aura d'hommes dont l'expérience sera parallèle. Mais de parler des mondes, de ces mondes, ça crée dans l'homme une sorte de soif. Et la soif entretient la mémoire, et la mémoire, éventuellement, elle est tellement forte que l'homme ne peut vivre que ceci. Il y a des gens qui sont tellement pris dans l'ésotérisme et l'occultisme qu'ils oublient de s'acheter des patates pour donner à leur mari le soir un repas sur la table. Ils ont oublié. Ils étaient dans le cosmos.
Moi, j'appelle ça le cosmos. Excusez-moi. Alors, c'est intéressant d'expliquer des aspects de ces choses, mais il ne faut pas trop en manger parce qu'on fait facilement une indigestion. Et ce n'est pas bon être malade. Vous nous avez pourtant souvent parlé des influences plutoniennes, mercuriennes. Je vous ai parlé des influences plutoniennes. Donc, ça fait partie de l'expérience de l'homme. Oui, les influences plutoniennes font partie. Oui, mais je vous en parle pour aiguiser un peu votre esprit, pour vous faire reconnaître que l'homme est beaucoup plus influençable qu'il ne se l'imagine. Je vous en parle pour montrer, pour décrire les dangers de l'homme. Je ne vous en parle pas pour aller à l'intérieur de ceci et d'approfondir ceci, ça ne sert à rien. Si l'homme peut comprendre qu'il est un être extrêmement sensible, extrêmement vulnérable, à ce moment-là, l'homme commence à comprendre quelque chose. Ce que je trouve de plus effarant sur notre globe, c'est que les hommes ne réalisent pas qu'ils sont dans l'intelligence, qu'ils ont accès à leur intelligence. Et qu'ils s'occupent de toutes sortes d'autres choses qui bloquent cette intelligence. Les hommes ne réalisent pas qu'ils sont dans leur intelligence et que toute leur mémoire, toute leur façon de penser la bloque, cette intelligence. Moi, j'ai fait des expériences avec des gens dans les séminaires que je donne pour faire réaliser aux gens que ce n'est pas seulement Bernard de Montréal qui est dans cette intelligence, dans cette énergie, que les hommes le sont. Et la raison pour laquelle ils ne peuvent pas le réaliser, c'est parce qu'ils n'ont pas les clés, ils n'ont pas les mécanismes, ils ne savent pas comment est construit leur esprit. Et dans ces expériences, nous nous sommes aperçus au cours de la soirée que, après un certain temps, c'est moi qui demandais à ces gens-là de m'expliquer telle ou telle chose. Et ces gens-là m'expliquaient telle ou telle chose. Mais pourquoi était-elle capable de m'expliquer telle et telle chose? C'est parce que j'avais détruit la forme qui bloquait leur pouvoir d'aller chercher l'information nécessaire. Et c'est ça la nouvelle école sur la Terre. Il y a une nouvelle école sur le globe. Il y a une nouvelle école sur le globe et beaucoup de gens cherchent cette école. Et ils ne la trouveront pas comme ils la croient. Et ils ne la trouveront pas là où ils la croient. Cette école, elle est très, 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 très fluide. Elle est là, cette école. Elle existe. Elle est installée dans le monde. Et il y a de plus en plus de gens qui viennent à cette école. Il y a de plus en plus de gens qui seront nourris de cette école, qui seront instruits de cette école. Mais il y a définitivement sur le globe une école qui permet à l'homme de comprendre les mécanismes de son esprit et qui automatiquement change la résonance du mental pour que commence l'évolution de l'homme. Il y a une école. Et après ça, les hommes s'aperçoivent d'une chose, c'est que leur vie sur le plan matériel, la paix que tout homme recherche, est plus importante que toutes les autres acquisitions intellectuelles ou philosophiques provenant de mondes qui sont encore loin de l'expérience de l'homme. Je veux bien parler des extraterrestres, mais je dois toujours faire la part des choses, et la part des choses, c'est la part de l'homme. Et la part de l'homme, c'est la réalisation pour lui des formes de toutes sortes qui le bloque de son intelligence et qui l'amène petit à petit à vouloir s'intéresser à ceci, à cela et à ceci et à cela, sans se nourrir véritablement de sa propre énergie, c'est-à-dire de sa propre intelligence. Quand on s'intéresse à l'ésotérisme ou quand on écoute beaucoup Bernard, on s'aperçoit aussi que l'être humain est victime de beaucoup d'influences, beaucoup de manipulations sont possibles. Je reprendrai peut-être l'exemple que vous avez donné tantôt lorsque la personne qui voulait communiquer avec sa mère qui était décédée, vous lui avez dit « Est-ce qu'elle peut t'aider ?» Elle dit « Oui. » Redemandez-lui « Est-ce qu'elle peut t'aider ?» Elle vous répond « Oui, non. » Puis finalement, au bout de la ligne, c'est pas le fantôme de sa mère qui lui répond. C'est un travail d'ordre psychologique précis où vous vous rendez compte que la personne est très influençable par la perte et l'émotion qu'a entraîné la perte de sa mère. Et vous lui mettez sur le nez que tu ne te rends pas compte, et puis là. Bon, alors c'est de la psychologie, c'est pas nécessairement un contact avec sa mère. Ce point est très intéressant.
D'abord, je vais vous dire une chose, que le monde de la mort, quand nous parlons du monde de la mort, le monde de la mort, il est contenu dans le cerveau de l'homme. Autrement dit, où se situe le monde de la mort? Le monde de la mort, il se situe dans le cerveau de l'homme. Éliminer sur la terre les hommes, ou conscientiser toute une population humaine, et le monde de la mort disparaît. Les hommes s'immortalisent. Alors, tant que le monde de la mort existe dans le mental humain de chaque homme, le monde de la mort, il est contenu dans le mental de chaque homme. Et tant que l'homme n'est pas conscient de son intelligence, il est assujetti à l'expérience du monde de la mort dans son mental. Et la connexion entre ce plan d'énergie et son mental devient la connexion astrale avec l'homme, et c'est ce qui l'induit en erreur. Aussitôt que l'homme connaît le mécanisme de son mental, et qu'il est capable de faire la juste séparation entre des pensées fictives et des pensées réelles, il neutralise dans son mental le monde de la mort, c'est-à-dire qu'il neutralise dans son mental la mémoire, et automatiquement, il est dans son intelligence. Alors, si vous dites que dans une interaction comme ça, ce n'est pas le contact entre l'homme à travers l'homme pour toucher au monde de la mort, c'est partiellement vrai, mais ce n'est pas totalement vrai. C'est partiellement vrai parce que le monde de la mort est une mémoire et automatiquement il est une illusion expérimentale, expérientielle, parce que tout ce qui n'est pas dans le réel est illusion, et que l'intelligence qui est mémorisée, autrement dit la mémoire qui est active et créative sur le plan du mental humain, à travers la conscience astrale de l'homme, automatiquement l'informe en fonction d'une mémoire que l'homme, lui, peut reconnaître. Alors, automatiquement, il y a liaison entre l'activité d'une mémoire qui est séparée de l'expérience humaine et l'activité d'une mémoire qui est revenue, qui est sortie du corps matériel, mais qui existe en énergie. Et l'homme, un jour, doit détruire cette énergie. Et lorsqu'il détruit cette énergie, il est évident, il est réel de dire que l'homme n'est plus en contact avec le monde de la mort. Mais tant que l'homme n'est pas capable de séparer la pensée gratuite qui lui est mise et la pensée créative que lui peut créer, le monde de la mort existe et c'est ce qui crée la mort sur la terre. Si le monde de la mort n'existait pas, si le monde de la mémoire de la mort n'existait pas dans le cerveau humain, il serait impossible à un être humain de perdre conscience après la mort, de tomber dans le rêve et de se retrouver dans le cerveau d'un autre être humain, dans une forme d'énergie qui convient dans la même mécanique de conception que nous connaissons, telle que la connaissance humaine. Si c'est une question de cerveau, les lois de la mort sont apparentées aux lois de la psychologie humaine. Les lois de la mort sont apparentées aux lois de la psychologie humaine, et je vais vous dire plus, je vais vous dire que les lois de la mort sont la fondation de la psychologie humaine. Et tant que les psychologues n'auront pas compris les lois de la mort, ils n'auront pas compris les lois de la psychologie humaine. Et ils seront automatiquement obligés de faire de leur mieux ou faire de leur pire. Et s'ils font de leur mieux, ils maintiendront un équilibre entre le monde de la mort et le monde de la vie matérielle. S'ils font de leur pire, ou s'ils sont incapables de traiter une situation, le monde de la mort deviendra de plus en plus puissant dans le cerveau de l'homme, et éventuellement l'homme perdra son esprit, c'est-à-dire qu'il perdra le petit peu de contact qu'il possède avec la lumière. Pardon. Le monde de la mort, la mécanicité du monde de la mort est infrastructurelle à la psychologie humaine terrestre mondiale. Les quelques grands psychiques, les quelques grands hommes, Rudolf Steiner, quelques grands hommes, qui ont constaté ce fait, Kardec, dans ses multiples expériences, ont réalisé que c'est impossible de recevoir de l'information venant du monde de la mort, information qui soit constamment et de façon continue véritable. Pourquoi?
Parce que le monde de la mort se sert d'un peu de vérité pour dominer l'esprit, afin de faire pénétrer ensuite un peu de mensonge pour confondre l'esprit. Ce sont les lois du monde de la mort. Alors aujourd'hui, si vous êtes dans le matériel, votre esprit est dans le matériel, et un jour vous mourrez, la partie mentale de votre esprit s'en va dans les mondes de la lumière, la partie astrale de vous qui est mémoire s'en va dans le monde de la mort, et automatiquement, même si vous avez un enfant que vous avez aimé, ou une relation que vous avez aimée, vous serez assujetti dans ces mondes-là à des lois, et vos enfants ne prendront jamais conscience de l'aspect draconien de ces lois, et automatiquement vos enfants continueront le rythme, continueront l'association que les hommes ont fait depuis des siècles avec le monde de la mort pour ne trouver que quoi? Que des enseignements superflus, des enseignements qui n'ont jamais mené l'homme à la connaissance. Et regardez, l'ésotérisme existe sur la Terre depuis des millénaires et l'homme à la fin du 20e siècle commence l'évolution. Alors, c'est un point de vue que tout homme doit prendre en considération. S'il y a eu de l'ésotérisme pendant des siècles, qui a servi, qui a été bon, qui est venu des hauts plans de la mort, l'homme un jour doit détruire cet ésotérisme complètement pour entrer dans la connaissance totale, c'est-à-dire dans cette intelligence qui n'est plus conditionnée par les lois de l'évolution de la mémoire, mais qui conditionne la création. Ça, c'est l'homme de demain. Et un jour, il n'y aura plus d'ésotérisme sur la Terre, il n'y aura plus d'occultisme sur la Terre, il n'y aura que de l'intelligence sur la Terre. Mais en attendant, l'ésotérisme et l'occultisme fait partie du raffinement de plus en plus subtil des relations entre l'homme et le monde de la mort. Autrement dit, l'ésotérisme et l'occultisme proviennent des hauts plans du monde de la mort, mais un homme doit être capable d'aller dans les mondes de la mort, de rencontrer les maîtres dans les mondes de la mort et de ne pas être influencé par leur cabale. Jusqu'à ce que ces maîtres redescendent dans la matière, pulvérisent la matière, transmutent la matière et élèvent le statut du corps mortel au statut du corps morontiel. Ça, c'est demain, c'est l'avenir de l'humanité.